Merci. Bonjour à tous. L'équipe d'organisation du congrès a souhaité mettre à l'ordre du jour la question de la télémédecine avec un focus sur qualité et sécurité des soins. Et lorsque l'équipe du CNGE a envisagé cette plénière et m'a sollicité, Marc Chanelière m'a rapidement transmis qu'un regard sur la littérature internationale serait certainement bienvenu. Alors que moi-même, je suis médecin généraliste sans exercice particulier finalement de la télémédecine, ça avait pour autant du sens pour moi. À Nantes, nous avions pu réaliser en 2018 une revue systématique de la littérature évaluant les pratiques de téléexpertise. Et ça a été un peu mon prisme d'entrée sur le sujet. D'autres présentations aborderont, après la mienne, des éléments sur la mise en œuvre, sur les recommandations, sur finalement le risque médico-légal. En fait, on avait fait un travail en 2018 sur la téléexpertise en dermatologie, alors que moi-même, je travaille sur la dermatologie depuis assez longtemps et sur le dépistage des cancers en particulier. Et on s'était intéressé en fait à une pratique que vous connaissez sûrement, qui est assez courante, qui consiste à prendre en photo avec un smartphone des lésions cutanées, en l'occurrence des lésions cutanées suspectes, mélaniques, potentiellement suspectes de mélanome. Et on avait essayé de voir si cette pratique était évaluée dans la littérature internationale. Il s'avérait qu'il y avait très peu de données sur les pratiques de soins primaires, en termes de cette revue de littérature. Et du coup, on a proposé, lors d'un appel à projet DGOS, de mettre en œuvre cette pratique qu'on connaît tous, d'envoyer des photos à un dermatologue et de lui demander de statuer sur 4 alternatives. Est-ce que la lésion dont je vous envoie les photos associées à un compte-rendu relève d'une consultation en urgence dans les 15 jours, ce qui sont les recommandations pour des lésions qui seraient suspectes de mélanome, d'une consultation classique? Vous allez recevoir la personne en présentiel, mais vous ne pensez pas avoir besoin de la recevoir en urgence. Ou si vous pensez qu'il n'y a pas de nécessité de consultation, tout le monde connaît qu'on voit parfois des kératoses séborrhéiques et qu'on supposerait que ça peut être diagnostiqué en regardant une photo. Ou on laissait l'alternative possible au dermatologue qu'il lui était impossible de statuer. Donc, beaucoup de médecins généralistes ont participé, de sorte qu'on a constitué une banque de 110 lésions qui ont été prises en photo dans des conditions réelles en fait, de soins primaires. On les a envoyés, et en fait, on les a envoyés à 7 dermatologues différents, tous regardaient toutes les photos, et on a comparé les réponses des 7 dermatologues, voir jusqu'où ils donnaient des avis concordants. Et je vous projetais sur 2 tableaux le fait que donnait pas forcément des avis très concordants. Vous voyez que le dermatologue 5, il s'était tué sur toutes les photos, à part une, alors que sur les 110, alors que le dermatologue 2 disait que dans 25% des cas, il ne pouvait pas statuer. Le dermatologue 1 ou le 5 identifiait que pour 46% des cas, il fallait voir la personne en urgence, 40% des cas pour le dermatologue 6. À l'inverse, la nécessité qu'il n'y ait pas de consultation était assez limitée, moins de 10% pour le dernier dermatologue. Alors que si on regarde 2 autres qui regardaient finalement les mêmes photos, ils faisaient venir les gens en urgence que dans une situation sur 5, 20% des cas, et ils considéraient qu'ils n'avaient pas besoin de voir les personnes dans 55% des cas. Donc on était assez surpris de cette discordance, c'est ça qui est figuré ici, avec un kappa de Cohen qui, au mieux, était à 0,43, quand on regarde la concordance des avis entre les dermatologues, et au plus faible à 0,11. Ce qui est en fait évidemment extrêmement faible. Donc, arrivant sur le sujet avec ce regard, arrive en 2020 le recours à la téléconsultation de façon beaucoup plus massive, là dans nos cabinets, en situation de crise Covid. On voit ici, c'est des données proposées par CGDIM, où on voit cette explosion des cas là à gauche sur les mois de janvier, février, mars 2020, où le nombre de téléconsultations augmente très fortement pour atteindre 25% des consultations. Donc moi, par ailleurs, j'ai regardé la littérature en vue de préparer cette intervention. On voit qu'effectivement, le nombre de la littérature sur le sujet augmente 2020, 2021. On voit cette augmentation moins rapide, évidemment, puisque le temps de la recherche n'est pas tout à fait le même. En 2022, c'est des chiffres qu'on retrouvera après, parmi nos patients, 5% ont fait une téléconsultation dans l'année.
c'est pas 5% de nos actes, parce qu'en fait, c'est une incidence cumulée, si on peut dire. C'est à l'échelle de l'année, 5% ont eu recours au moins une fois à la téléconsultation, mais du coup, c'est de fait plus négligeable, et c'est quelque chose qui est une partie de notre pratique. Les données qu'on voit ici, avec une tendance, donc nous, c'est les généralistes, la ligne rouge, toujours sur des données de CGDIM, et on voit qu'après un pic, en fait, en mars 2020, on a une régression du recours à cette pratique pour une grande part, mais c'est une pratique qui reste tout à fait présente, notamment pour nos patients. Comme c'est les données de CGDIM, qui est un acteur logiciel, potentiellement avec un biais de recrutement et un biais de description lié au fait qu'ils interrogent leurs propres utilisateurs. J'avais extrait quelques données régionales. Stéphanie vous présentera des données nationales. Mais on retrouve cette réalité-là. Là, c'est les données de l'assurance maladie sur le recours en Pays de la Loire, sur le recours à la téléconsultation, c'est 5% de nos patients. C'est dans cet esprit-là que j'ai fait un travail d'aller-retour entre les données françaises, les données internationales, des questions qui nous étaient posées. Je me suis attaché à vous sélectionner 8 messages que je trouvais intéressants sur nos pratiques de téléconsultation. Vous voyez ici des revues de littérature que j'ai pu consulter, dont une partie sont quand même assez récentes sur un sujet qui bouge beaucoup, avec des publications qui ont été acceptées, par exemple, en septembre 2022 ou en octobre 2022, pour avoir des données qui décrivent le mieux possible, pas uniquement la situation de crise Covid. Alors, en parcourant la littérature, qu'est-ce qu'on voit en premier ? Qu'est-ce que moi j'ai constaté, c'est que d'abord, les gens qui s'intéressaient à la téléconsultation rapportaient en fait des situations très différentes avec le recours au téléphone, et pas uniquement à la téléconsultation en visio, ou à la e-consultation, c'est-à-dire un mode de consultation où les patients s'adressent à leur médecin par mail, et en fait, l'interaction se fait uniquement à travers des mails. C'est décrit comme de la e-consultation. Premier message, ne pas réduire la pratique de la télémédecine à la visio, qui est aujourd'hui le truc qu'on met quand même beaucoup en avant, et en fait, des modalités d'interaction à distance avec le médecin, il y en a sûrement beaucoup. Ici, j'en figurais 3. Deuxième point, en regardant ce qui était évalué et la nature des études, beaucoup d'études ont consisté à rapporter des expériences de mise en place. Comme vous voyez ici, utilisation, mise en place ou non implémentation de consultation à distance. On a aussi beaucoup d'études qui s'intéressent au fait de savoir si les patients finalement sont satisfaits des modalités de consultation. On a des études qui s'intéressent au retour des médecins sous la forme de focus group, d'études qualitatives. Par contre, peu d'études rapportent des données quantitatives et ou cliniques. C'est quand même quelque chose que moi je souhaitais vous présenter, qui s'avère finalement une denrée plutôt rare. En regardant la littérature ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On trouve des papiers dans des journaux comme, que vous connaissez peut-être, comme le Journal of Medical Internet Research. Sur la thématique, c'est assez cohérent. On trouve des papiers dans des journaux de médecine générale, ici Family Practice. On trouve des papiers dans le BJGP Open, un journal de médecine générale. Après, sur les mêmes papiers, ce qui m'a interpellé, ce que je voulais vous montrer, c'est que, alors même que le papier passe dans Family Practice, le premier auteur, c'est un auteur qui signe sous l'entête de la Monash Business School, Center for Health Economics. Ce n'est pas forcément des auteurs cliniciens. On a ici le Center for Social Impact, qui signe dans le BJGP. On a ici un grand nombre des auteurs de cette publication qui passe dans le Journal of Medical Internet Research, qui sont en fait des personnels d'une entreprise de télémédecine. Concrètement, une large partie de la littérature n'est pas portée par les cliniciens. Probablement avec le fait qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux aussi autour de la structuration du système de soins. Et donc, il y a des enjeux de modèles médico-économiques qui sont mis en avant. Et c'est évidemment des choses déterminantes, mais pour autant, pour notre pratique, pas toujours les choses qui nous aident le plus. Quels patients ont recours à la téléconsultation ? J'ai repris quelques données de l'assurance maladie Pays de la Loire. Ici, vous avez la courbe de recours à la téléconsultation chez les personnes de 20 à 29 ans, avec des pics jusqu'à 8% de recours aux téléconsultations par mois. Là, vous avez les 30-39 ans et leur recours à la téléconsultation.
Là, vous avez les 40-49 ans. Là, vous avez les 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans. En fait, les téléconsultations sont utilisées par les plus jeunes, mais aussi les plus aisés et les plus instruits, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans des revues de littérature internationale. Alors, c'était plus difficile de vous mettre la courbe après, parce que si on regarde, les autres courbes étaient assez parallèles, et en fait, je reprojette un graphique où on a des effets de... La courbe devient plus complexe à analyser dans le bas. En fait, il y a une réascension au-delà de 80, 89 ans, 90 ans et au-delà de 100 ans. Probablement, ce sont purement des données descriptives, mais parce que la téléconsultation est utilisée comme un recours pour le maintien à domicile en gériatrie. Quel devenir pour les patients après une téléconsultation ? Il y avait une publication que j'ai trouvée intéressante à analyser, d'abord parce qu'elle a été faite en France, c'est celle-là que je vous présentais précédemment. Vous voyez, les auteurs ont présenté une carte avec les sites où ils ont implanté leur cabine de téléconsultation. Donc ils en avaient implanté 19, un peu sur l'ensemble du territoire, en tout cas on peut penser qu'il y a une certaine diversité. Donc on retrouve des choses en parcourant qui étaient les patients inclus. Sur 1715, 56%, 948 personnes avaient 20 à 39 ans, c'est ce qu'on vient de décrire. On voit, c'est intéressant dans leur tableau, ils s'attachent à le décrire, que les cabines de téléconsultation telles qu'elles aient été utilisées, pour 44%, c'était pour des plaintes ORL, 756 cas sur 1715. Pour des motifs de toux ou de rhume, 20% des cas pour la toux, le rhume, 9% des cas, c'est les deux premiers motifs qui sortent. Alors que les motifs de prévention, renouvellement d'ordonnance sont beaucoup plus marginaux, 3% des cas. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer en vous disant, puisque c'est d'aborder l'orientation des patients, quel est le devenir après des téléconsultations. On voit ici que 23% des patients sont adressés vers le médecin généraliste au terme de la téléconsultation, 387 sur 1715. Dans l'étude de Falgaronne, près d'un patient sur 4 était orienté vers un médecin généraliste au terme de la consultation en cabine. Un autre papier passé dans BMC Primary Care décrit de la même façon, on trouve quelque chose d'un peu concordant, même si les chiffres ne sont pas strictement identiques. Vous voyez une partie qui s'intéresse à la... on a deux colonnes, une consultation dite e-visite, téléconsultation, et une colonne office visite, consultation en présentiel. Et en fait, les patients qui consultaient en e-visite, si vous regardez, reconsultaient à 48 heures dans 16% des cas, dont 18% quand il s'agissait initialement de symptômes respiratoires. Dans cette étude, parmi les patients reçus en téléconsultation, 1 sur 6, du coup un peu moins, étaient amenés à reconsulter dans les 48 heures. On trouve encore d'autres études, ici, un peu plus difficiles à lire, mais qui documentent la même chose, avec un suivi en bleu marine correspondant à la reconsultation après des consultations en télémédecine, reconsultation à 2 jours, comparativement à une consultation en bleu au milieu, en situation de pratique de médecine générale. La proportion de patients amenés à reconsulter est plus élevée, globalement, ça ressort régulièrement, lorsque les patients étaient reçus en téléconsultation, ce qui n'est peut-être pas très surprenant. Quelle pratique de prescription d'antibiotiques ? C'est un des rares sujets sur lesquels j'ai trouvé une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse. Alors, vous retrouverez la présentation des résultats de méta-analyse, avec du coup, à gauche, on voit donc les plots bleus, avec finalement figuré un carré noir que j'ai entouré. Cette partie de diapositive permet d'identifier que pour l'otite moyenne aiguë, la probabilité de recevoir des antibiotiques après une téléconsultation est plus élevée, avec un odds ratio à 1,26, un intervalle de confiance qui ne recouvre pas 1, qui va de 1,04 à 1,52. On a plus de probabilité d'avoir des antibiotiques quand on consulte en téléconsultation pour une otite moyenne aiguë. On retrouve le même résultat sur la pharyngite, avec un odds ratio à 1,16, un intervalle de confiance qui ne recouvre pas 1, qui va de 1,01 à 1,33. Par contre, cette réalité n'existe pas pour l'infection urinaire, elle n'existe pas pour la sinusite. Au terme d'une téléconsultation, la probabilité de recevoir des antibiotiques pour une pharyngite ou une otite est donc plus élevée. Téléconsultation, finalement, quelle concordance des avis ? Vous savez, c'est finalement le travail qui m'avait amené, que j'ai proposé de regarder en introduction. La difficulté, c'est qu'il y a très peu de travaux en fait, qui s'intéressent et qui documentent ça. Je trouvais
un article fait par la Mayo Clinic, publié dans le JAMA. Alors on voit que la concordance des avis, elle est excellente quand on fait de la radiothérapie, de l'hématologie en onco, de l'immunologie, de la transplantation, mais évidemment, ce n'est pas des choses qui nous concernent beaucoup. Vous voyez qu'en bas, si on suit les petits pointillés, la concordance des avis est proche de 100. Après, la discipline qui arrive en suivant, c'est la psychiatrie et la psychologie, où la concordance des avis est en fait très bonne. La médecine de famille arrive quand même beaucoup plus bas dans la présentation disciplinaire. Et si vous regardez des axes de consultation qui nous concernent beaucoup, tout ce qui est gastro, médecine interne générale, dermato, community internal medicine, médecine interne communautaire ou l'ORL. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure pour l'ORL, alors que c'est un motif de consultation fréquent, la concordance des avis est en dessous de 80%. Les auteurs sont analysés au-delà de l'orientation disciplinaire de la consultation, à voir si la consultation était réalisée dans un environnement et dans une situation de soins primaires. Et on voit qu'en soi, le fait de consulter en soins primaires est une source de moindre concordance des avis. Pour un patient sur 5 vu en téléconsultation en soins primaires, le diagnostic retenu est différent du diagnostic qui serait retenu en consultation présentielle. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles les psychiatres sont ceux qui ont le plus recours à la téléconsultation. J'ai projeté cette diapo tout à l'heure. En fait, nous, on est la courbe en rouge. On n'est pas ceux qui ont le plus recours, les généralistes, à la téléconsultation, mais les psychiatres qui ont beaucoup recours. Et c'est probablement parce que la concordance des avis est meilleure. En conclusion, la téléconsultation, c'est une réalité de la pratique. 5% de nos patients y ont recours. C'est plutôt des jeunes. Ça peut sûrement être utile pour des patients qu'on souhaite maintenir à la maison alors que c'est des patients âgés. Bien sûr, l'essentiel des modalités, c'est la visio et c'est le recours quelque part à l'ordinateur tel qu'il est figuré. Pour autant, il y a d'autres modalités qui ne doivent pas être négligées. Les points de vigilance, la concordance des avis qui est inférieure à 80% dans bon nombre de situations qui nous concernent. La prescription d'antibiotiques est plus élevée. Probablement de ce fait-là, il y a, dans une proportion non négligeable des cas, une nécessité de reconsulter au terme d'une téléconsultation. Les enjeux financiers ne peuvent pas être complètement oubliés, et notamment, encore une fois, dans ce travail de relecture de la littérature, ce qu'on appelle habituellement le biais de publication est probablement un petit peu présent. En guise de dernière diapo et dernier message, alors qu'on est ici une communauté qui fait par ailleurs de l'enseignement, de la formation, je trouve intéressant de vous mettre en avant ce qu'avait publié le Lancet il n'y a pas très longtemps sur l'intérêt de réécouter les téléconsultations dans une perspective de formation. Eux, ils ont fait ça avec les équipes qu'ils ont mobilisées pour leur plateforme de suivi des cas de Covid, et dans une perspective de formation continue, d'homogénéisation des pratiques. Les auteurs publiaient l'intérêt de réécouter avec les cliniciens les modalités de téléconsultation qui avaient été utilisées. C'est peut-être quelque chose qui pourra dans l'avenir nous servir pour la pratique, soit en formation initiale ou en formation continue. Merci de votre attention.